Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un personnage historique. On va parler du docteur Leyson. Alors le docteur Mathurin Leyson a laissé son nom dans la ville close, puisqu'il y a une place qui donc porte son nom, c'est l'ancienne place de la cohue, et qui se trouvait, cette place se trouve à l'arrière de la maison qu'il a occupée. Alors il est né à Codan, le 13 février 1868, et il mourra à Hennebont à 36 ans seulement, le 3 mars 1904. Il est d'une famille de boulangers. On a un petit peu une idée de sa description physique, notamment à 20 ans, grâce à la fiche matricule, qui est son état de service militaire, qui est conservé aux archives départementales du Morbihan. Alors on sait qu'en 1888, à 20 ans, il fait 1m69, qu'il a les cheveux, et nous dit-on les sourcils, de couleur châtain, et qu'il a également les yeux bleus. Grâce au registre de matricule, on sait qu'il est étudiant en médecine, qu'il fait ses études à Bordeaux, mais qu'il réside à Nantes. Enfin, du moins, c'est là que la fiche le localise. Il revient s'installer à Hennebont. En 1895, à l'âge de 27 ans, il épouse Renée Lebray, qui est la fille d'un négociant. On a mention de la publication de ces bancs de mariage dans le journal L'Arvor en 1895. C'est extrêmement intéressant pour ces personnages qui sont nés à la fin du 19e, début du 20e siècle, d'aller explorer sur le site des archives départementales la presse ancienne, parce qu'on apprend plein d'éléments liés à leur biographie ou à leur vie publique, quand ce sont des hommes publics, mais également ils peuvent apparaître dans des faits divers et qui permettent de nourrir un peu l'histoire de ces personnages et donner un petit peu plus de chair à une généalogie qui pourrait être un petit peu austère. Donc on l'a vu, il est médecin, sa thèse de médecine, c'est Hygiène des campagnes bretonnes et particulièrement morbihanaises, qu'il publie pour accéder à son statut de docteur. Et ça va conditionner aussi son travail, puisqu'il va énormément travailler en direction du monde rural, suivre effectivement les gens qui vivent alentour. On le retrouve présent à Codan, à Landévent, à Zinzac, où notamment il va suivre la célèbre Marie-Françoise Élégoire, qui meurt à 24 ans et qui est une stigmatisée, c'est-à-dire qu'elle aurait reçu les blessures du Christ sur son corps, et c'est un personnage qui marque l'histoire d'un Zinzac de façon assez forte, puisque, dit-on, elle aurait réalisé des miracles. Donc c'est lui qui va être en charge. On le voit également apparaître dans la presse ancienne, où il fait parfois des examens type médecin légiste. On a la relation d'un accident de tramway au Touldoir, où le tramway écrase quelqu'un, et le corps est transporté à l'hospice, et c'est Mathurin Leyson qui fait l'examen. De même, il est souvent commissionné dans des campagnes pour aller voir des personnes qui sont blessées, ou on a des cas aussi de personnes qui souffrent de troubles psychiatriques auxquels on l'adresse en tant que médecin. Donc une activité de médecin extrêmement importante. Une autre activité qui va énormément le caractériser, c'est son travail politique et syndical, puisqu'en 1898, il est élu conseiller général pour Hennebont, sous l'étiquette radical socialiste, ce qui fait qu'il siège à l'extrême gauche avec les Républicains, notamment près de M. Guies et M. Lenaille. Il va d'ailleurs être souvent attaqué lors de ses prises de position par la presse de droite, et qui joue un peu sur ce nom de Leyson. Il semblerait que la famille soit assez anciennement ancrée en Bretagne, mais on a quelques relents antisémites dans les attaques qui lui sont adressées par cette presse plus traditionnaliste. Ce d'autant plus qu'il semble être en très bon terme et très bon contact avec les milieux de la libre pensée. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Son activité syndicale est extrêmement importante, que ce soit auprès des syndicats agricoles ou même des syndicats ouvriers, à Hennebont notamment. En 1902, c'est lui qui va être le représentant d'Hennebont au congrès de la Fédération socialiste à Rennes, en novembre 1902, si je crois bien. Il est également, on trouve aussi dans la presse ancienne des mentions notamment de réunions auxquelles notamment il a fait un don le don d'une bannière au nom du syndicat de l'industrie ouvrière des forges.
Donc on voit un personnage extrêmement impliqué, à tel point qu'il va démissionner de son poste au Conseil général par protestation, en protestant envers la tenue comment on dit, lors des grandes manifestations des forges de 1903, qui sont connues notamment par le tableau de Pégot-Augier. Eh bien, la répression policière et la gestion de la sécurité autour de ces grèves et de ces manifestations va extrêmement lui déplaire, et il va donc démissionner à cette occasion. Ce qui en plus permet au Conseil général de jouer sur une autre corde, c'est qu'en fait on dit qu'il démissionne pour des raisons médicales, puisqu'il est déjà très atteint par une maladie apparemment de poitrine, qui le laisse très amaigri. Là encore une fois, la presse le dit. La presse explique également qu'il a une de ses sœurs qui était religieuse ursuline et qui est morte du même mal. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage sur le décès de sa sœur et sur les inclinaisons religieuses de sa sœur, la presse ne manque pas de relever qu'elle était beaucoup plus pieuse et beaucoup plus religieuse que lui. Ses obsèques vont quand même être célébrées à Notre-Dame de Paradis. Il semblerait que ça soit une volonté surtout familiale, même si on nous dit que lui a reçu les derniers sacrements. On a des personnages de la libre pensée, comme le fameux docteur Roux, qui manifestent un petit peu leur opposition. On a même dans la presse des entrefilets qui signalent que les Apaches, c'est le terme qu'on disait à l'époque, menaçaient de troubles au moment de la cérémonie. Le fait est, c'est que la cérémonie va être extrêmement suivie par de nombreuses personnes. Il va y avoir des négociations au sortir de la basilique parce que certains syndicats veulent étendre leur bannière, donc le curé doyen va un petit peu essayer de régler les choses. On a une relation assez précise et les textes, des discours qui sont dits au moment de cette cérémonie par ses nombreux amis. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit sa chapelle funéraire, qui est encore présente dans le cimetière du centre à Hennebont, c'est que celle-ci ressemble tout à fait à une petite chapelle néo-gothique, avec un jeu de colonnettes et de frontons. Il y a des vitraux qui sont en place, certains sont brisés, mais d'autres bien abîmés. Et surtout, il y a un élément qui intrigue énormément, c'est que sur le fronton, on a une représentation d'une étoile de David qui est entourée par un ouroboros. L'ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est le symbole de l'éternité qui se fait, le serpent se mord dans la queue, on a le retour des choses, et ce symbole n'a rien à voir avec le monde hébraïque, mais tout simplement le symbole de la théosophie. La théosophie étant un ordre religieux qui faisait un espèce de grand syncrétisme, qui est né aux États-Unis en 1875. Donc on voit quand même que même s'il a eu une cérémonie religieuse à Notre-Dame de Paradis, le Dr Leyson a tenu à manifester devant l'éternité, sur son mausolée et monument funéraire, son inscription dans ce mouvement théosophique qui était somme toute assez cohérent avec ses positions républicaines. Voilà, c'était une petite présentation de la vie du Dr Leyson qui a marqué l'histoire d'Hennebont. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie également de nous suivre, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.